Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour la présentation de mon cher collègue M. Michel Séguin. Merci Michel d'être parmi nous. On a hâte de t'écouter. Donc, on va commencer. Juste veuillez noter que cette présentation est enregistrée pour des fins éducatives. Ça va être disponible par la suite sur le site de la chaire. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Michel. Merci. Merci beaucoup, Anne. Bienvenue. Merci à tous d'être là. Merci à ceux qui vont réécouter en rediffusion. Mon nom est Michel Séguin. Je suis professeur au département Organisation ressources humaines, co-titulaire avec Anne de la chaire de coopération Guy Bernier. Et aujourd'hui, je vais vous parler du développement des communautés, entre la faisabilité et la légitimité. Donc, peut-être d'entrée de jeu, on n'est pas sans savoir qu'il y a, depuis, je vous dirais, le début de l'industrialisation, les organisations, les entreprises ont pris beaucoup d'envergure et, ce faisant, ont de plus en plus de pouvoir, voire même d'impact sur les collectivités au sein desquelles elles évoluent. Ces impacts-là ont été au début de l'industrialisation, très local, mais aujourd'hui, c'est quasiment des impacts qui vont être beaucoup plus internationaux. Et c'est pourquoi, je dirais, les années 50, le milieu du 20e siècle, on a commencé à réfléchir sur la responsabilité que ces entreprises-là avaient relativement aux différentes organisations. Donc, il y a eu le mouvement qui a débuté vers les années 1953 de la responsabilité sociale des entreprises, qui a été pris par le célèbre article de Freeman sur cette responsabilité-là. Donc, l'idée de dire que l'entreprise ayant des parties prenantes, on doit se préoccuper de l'impact qu'on a sur ces parties prenantes-là. Il y a plus récemment le mouvement environnement, social et gouvernance, qu'on appelle tout le temps le mouvement ESG, qui demande aux dirigeants des organisations de faire de rapporter leurs impacts, leurs activités qui touchent l'environnement, aussi qui touchent l'ensemble de la collectivité, la société, et bien sûr de faire part aussi de leurs pratiques de gouvernance pour s'assurer qu'il y a une bonne gouvernance. Bon, on est une chaire de coopération, donc bien entendu que le modèle coopératif est quelque chose qui nous intéresse. Alors, bien sûr, il y a le 7e principe coopératif là, qui n'a pas été mis en place lors du début du mouvement de la coopérative moderne avec les équitables pionniers de Rockdale, mais qui a été ajouté par la suite, qui est le 7e principe. Donc, le principe où on dit, pour être une vraie coopérative, il faut faire acte d'engagement envers sa communauté. Donc, tous ces mouvements-là, en quelque sorte, vont amener ou vont amener une prescription morale à l'intention des organisations, donc, comme on va le voir un peu plus tard, même plus particulièrement à l'attention des dirigeants de ces organisations-là. Donc, une prescription morale, une obligation morale de tenir compte des impacts et même au-delà des impacts qu'ils ont, tenir compte du bien-être de leur collectivité. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui par rapport à cette thématique-là, c'est de partager avec vous une réflexion. Je vous dis tout de suite une réflexion, donc je n'ai pas la prétention d'arriver avec des vérités dans ces domaines-là. On est plus dans le domaine de l'opinion, de la réflexion. Donc, partager avec vous une réflexion que j'ai faite sur la participation des entreprises au développement des communautés. Puis, je vais aborder particulièrement deux questions. D'abord, la question de la faisabilité parce que oui, on veut que nos organisations s'engagent dans les collectivités. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Donc, il y a une question de faisabilité. Également, une question de légitimité aussi que je vais aborder. Est-ce qu'il est légitime qu'une organisation, lorsqu'elle s'implique dans une collectivité ou quoi que ce soit, décide un peu sur le plan normatif, mais on va voir là, plus tard, quelle est la légitimité de ces interventions au sein de ces collectivités-là. Donc, partager cette réflexion-là. Pour ce faire, je vais d'abord présenter un cadre d'analyse. Une réflexion, pour moi, je trouve ça important de l'inscrire dans un cadre d'analyse. Ensuite de ça, peut-être discuter, parce que souvent on parle de la responsabilité de l'entreprise, mais c'est qui détient, c'est qui est le propriétaire de cette responsabilité-là? Peut-être de discuter un petit peu de cet aspect-là. La marge de manœuvre de nos organisations par rapport à ça, puis ensuite, comme je l'ai annoncé, la légitimité des interventions. Donc, comme cadre d'analyse, bon, je vous le dis tout de suite, j'ai fait mes études en sciences économiques, donc c'est sûr que le cadre d'analyse économique, pour moi, est un cadre que j'ai tout le temps. J'ai toujours ma paire de lunettes d'économiste, mais j'ai aussi fait mon doctorat en philosophie.
Donc, c'est pour moi aussi, tous les philosophes font partie, dans le fond, des fondements de la réflexion que j'aborde. Puis, j'ai trouvé intéressant, lorsqu'on parle d'engagement des organisations dans leur collectivité, peut-être le modèle de Kant, l'approche de Kant par rapport à l'éthique qu'on retrouve principalement dans le fondement de la métaphysique des mœurs. Je trouve que c'est un cadre qui peut nous aider à réfléchir et à peut-être poser certains constats sur cet enjeu-là d'engagement dans les collectivités. Donc, pour présenter un peu ce cadre théorique-là, pour Kant, la bonne volonté des individus, c'est le fondement de la moralité. Donc, quand Kant se pose comme question, quand est-ce qu'on peut qualifier un individu d'éthique? Sur quoi on peut se baser pour arriver à la conclusion que telle ou telle personne est quelqu'un qu'on peut qualifier d'éthique? Pour Kant, il y a il y a un seul et unique critère, c'est qu'est-ce qui motive, quelle est la volonté qu'il y a derrière les gestes, voire même les conséquences que la personne peut faire. On ne juge pas une personne sur des traits de caractère, on ne juge pas une personne sur ce qu'elle fait, on ne juge pas une personne sur les conséquences de ce qu'elle fait. On va juger de la moralité d'une personne sur pourquoi elle a fait ces choses-là. Qu'est-ce qui a motivé son action? On peut très bien dire que quelqu'un est très courageux, on peut dire que quelqu'un est très persévérant, mais ces traits-là qu'on peut juger d'éthique ne le sont pas si on met cette persévérance-là à vouloir flouer tout le monde, par exemple. Donc, la volonté est l'unique fondement de la moralité. Alors, Kant va se prononcer très fortement là-dessus. C'est d'ailleurs lorsqu'on lit justement son célèbre ouvrage, Le fondement de la métaphysique des mœurs, il débute avec ça en disant de tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde et même en général hors du monde, il n'y a rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon si ce n'est seulement une bonne volonté. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne volonté? Bien, une bonne volonté, c'est lorsqu'une personne a l'intention d'agir conformément à ce que lui dicte sa morale. Donc, si j'arrive devant un choix et j'ai une option à choisir, je dois avoir l'intention de choisir l'option qui est conforme à ce que me dicte ma morale. Et pour Kant, c'est une condition qui est indispensable à ce qui rend digne le fait d'être heureux, parce que je pourrais être guidé par mes inclinations, par mon plaisir, par le fait de vouloir survivre, améliorer ma situation. Mais pour Kant, si je cours après ces éléments-là, je ne suis pas digne du bonheur qui va en découler. Pour être digne du bonheur qui va en découler, il faut que je sois capable d'accorder du sens à ce que je fais. Accorder du sens à ce que je fais, bien, c'est d'agir conformément à ce que ma morale, mon éthique me dicte de faire. Donc, pour Kant, c'est vraiment important cet élément-là. Pour lui, l'éthique est en quelque sorte un acte altruiste parce que, en quelque sorte, je mets mes inclinations, mes intérêts de côté et je privilégie ce qui est conforme à ma morale. Bien sûr que pour Kant, cette capacité-là de pouvoir dire que quelqu'un est éthique est tributaire de son autonomie individuelle. Et c'est là que c'est intéressant de regarder l'approche de Kant pour ensuite la transposer à l'organisation. Parce que pour Kant, être autonome, c'est d'avoir la capacité morale de se gouverner selon les lois auxquelles on adhère, auxquelles on trouve qui sont importantes d'avoir, on est d'accord avec ces règles-là. Quelqu'un d'autonome, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est indépendant. Souvent, on a tendance à confondre ces deux concepts-là. Quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui a besoin de personne. Il peut faire ce qu'il a à faire sans nécessairement avoir besoin de personne. Quelqu'un qui est autonome, ce n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Ce n'est pas quelqu'un qui donne libre cours à toutes ses inclinations. Non, c'est quelqu'un qui accepte de se conformer à un système de règles et qui accepte, s'il veut être moral, de respecter ce système de règles-là. Le seul fait son autonomie, c'est que c'est lui qui choisit ce système de règles-là. Donc, une personne va agir en fonction de ce qu'elle estime elle-même être éthique. C'est là qu'on va la considérer comme étant une personne morale. Bon, je vois tout de suite les parents qui vont dire, là, oui, c'est bien beau, je veux que mes enfants soient éthiques, mais je ne peux quand même pas les laisser eux-mêmes décider de c'est quoi les règles, de qu'est-ce qui est bien ou de qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça va être le Capharnaüm. Bien, là, c'est là que Kant va dire qu'il y a deux prérequis à cette autonomie-là. Une personne autonome une personne ne peut pas être autonome si d'entrée de jeu, elle ne possède pas ce qu'on appelle la faculté de raison. Donc, la capacité de raisonner, la capacité d'avoir les capacités intellectuelles, les capacités cérébrales pour être capable
d'argumenter, de comprendre que 2 plus 2, ça égale 4, puis d'arriver à des conclusions. Voici ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, cette faculté de raison-là, elle est très importante, elle est fondamentale. Et l'autre caractéristique aussi, c'est qu'on ne peut pas qualifier quelqu'un d'éthique, voire d'autonome, s'il n'a pas la liberté d'agir en fonction de ce que lui dicte sa morale. Et cette question de liberté-là liée à la morale a souvent été invoquée. Tu sais, on ne pourrait pas dire à quelqu'un qu'il est généreux s'il est obligé de payer de l'impôt. Il va être généreux s'il a accepté lui-même de payer de l'impôt. On ne peut pas qualifier quelqu'un de courageux s'il a été conscrit et il a été obligé d'aller sur le front. Il va être courageux si par lui-même il a considéré que le fait peut-être de s'engager pour le bien-être de sa collectivité dans un conflit, il va l'avoir fait lui-même. Là, on va pouvoir dire de lui qu'il est courageux. Bref, la liberté, elle est fondamentale dans la capacité de déterminer si quelqu'un est éthique ou pas. Et c'est les deux prérequis. Ça pose ces deux caractéristiques-là aussi, on peut les associer aussi à la notion de responsabilité. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est responsable s'il n'a pas la faculté de raison. On ne mettra pas un enfant en prison tant qu'il va avoir commis un méfait. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il n'a pas atteint les capacités cognitives suffisantes pour déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, on ne peut pas le rendre responsable de ses actes. Puis au même titre qu'on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est responsable s'il n'a pas été libre dans ses actions. Donc, lorsqu'on parle de responsabilité, ben, on doit toujours avoir ces deux éléments-là en tête. Puis, si on veut qualifier quelqu'un de responsable, ben, il faut qu'on soit capable de dire ce quelqu'un-là ou cette entité-là, est-ce qu'elle a la faculté de raison et est-ce qu'elle a la liberté, la marge de manœuvre pour agir de façon cohérente avec ce qu'elle a déterminé comme étant juste, équitable, bien, moral, éthique. Donc, ça amène des questions. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle de la responsabilité des entreprises, la question que j'invoquais d'entrée de jeu au début de cette présentation-là, c'est qui peut être tenu moralement responsable au sein de l'entreprise? C'est la première question qu'on doit répondre si on veut dire ben, l'entreprise se doit d'être engagée. Ben, qui dans l'entreprise doit prendre les décisions qui vont avoir un impact positif sur l'environnement? Également, ces personnes-là, c'est quoi leurs intérêts de transiger avec l'organisation, d'entrer en contact avec l'organisation, de s'impliquer dans ses activités? Et même si elles ne s'impliquent pas directement dans ces activités, si elles s'impliquent indirectement en militant contre l'organisation, par exemple, ou en étant un média qui va divulguer une information, quel est l'intérêt de cette personne-là pour pouvoir s'impliquer? Ensuite de ça, la marge de manœuvre. Donc, une personne au sein d'une organisation, quelle est sa marge de manœuvre? Quel est son pouvoir décisionnel? Puis enfin, si jamais elle a une marge de manœuvre et elle décide au nom de l'entreprise d'amener l'organisation à faire des interventions qui vont être dans le but de contribuer à l'intérêt de ses collectivités, mais d'où elle tire-t-elle cette légitimité-là? C'est un peu les questions de départ que j'avais apportées au tout début de la présentation. Donc, la détention, on va commencer par la première question, la détention de la responsabilité. Quand on parle d'une entreprise, les philosophes, on a beaucoup de difficultés à dire qu'une entreprise est responsable. Bon, je vous dis tout de suite, je suis philosophe, j'ai ma paire de lunettes de philosophe. Un sociologue aurait probablement une autre perspective, voire même un avocat va dire que l'entreprise détient, c'est une personne, entre guillemets, morale. Donc, on peut la qualifier de responsable selon la loi. Mais pour un philosophe, si on se met dans la peau de Kant, si on regarde le système que Kant a développé, il y a juste une personne qui détient la faculté de raison qui peut être qualifiée d'éthique. Donc, est-ce qu'un regroupement de personnes, ce regroupement-là comme tel, on peut le qualifier d'éthique ou de non-éthique? Alors lorsqu'on regarde c'est quoi une firme, c'est quoi une organisation, que ce soit une coopérative, une entreprise classique, une société d'État, ben, selon Coase, une firme, en quelque sorte, c'est quoi? C'est un système de relations entre différents acteurs qui ont des intérêts qui sont différents et qui décident au sein du marché de collaborer ensemble dans le but, dans le fond, de rencontrer ou de combler un besoin qu'ils ont. C'est une vision de l'entreprise qui est beaucoup plus systémique que la vision lorsqu'on a de l'entreprise où ben, c'est les propriétaires de l'entreprise, puis l'entreprise, c'est qui? Ben, c'est Jeff Bezos avec l'ensemble des actionnaires qui possèdent Amazon, par exemple. Alors, l'entreprise, c'est plus que les propriétaires, c'est un ensemble de personnes qui interagissent ensemble, qui trouvent un avantage à se mettre sur la coordination de gestionnaires ou la coordination
en fait, de l'administration de l'organisation pour pouvoir combler un besoin. Il y a bien sûr d'abord les propriétaires des moyens de production, les propriétaires des actifs de l'entreprise. Alors, c'est des gens qui possèdent un patrimoine et qui ont comme attente, comme besoin d'acheter un actif avec ce patrimoine-là. Et ils vont demander que cet actif-là soit utilisé dans le but de maximiser leur intérêt personnel. On parle de l'entreprise classique. On va investir dans l'entreprise dans le but d'acheter des actifs et on va dire aux dirigeants de l'organisation, peux-tu utiliser ces actifs-là dans le but de maximiser mon retour sur le capital? Et lorsqu'on va regarder une entreprise coopérative, bien, ça va être des consommateurs, si on prend la coop de consommateurs, qui va décider de mettre en commun leur patrimoine pour acheter un actif, dans le but de quoi? Cette fois-ci, ça ne sera pas de maximiser leur retour sur le capital, mais ça va être de maximiser l'accès à une offre de service. On peut prendre comme exemple aussi des agriculteurs ou des fermiers qui se mettraient ensemble pour pouvoir acheter les actifs d'une entreprise de transformation de leur production agricole. Alors, le but de cet actif-là, pourquoi ils deviennent propriétaires, quel est leur intérêt personnel? Ben, c'est d'obtenir le plus grand rendement sur leur production agricole. Alors, c'est pour ça qu'ils vont joindre cette organisation-là avec cette optique-là. Mais tous ces propriétaires-là qui détiennent ces actifs-là ne pourront pas atteindre leur objectif seuls. Donc, ils vont avoir besoin de la collaboration d'acteurs. D'abord, ce qu'on appelle les parties prenantes principales, bien entendu, les employés qui, eux, ont comme intérêt de maximiser les conditions de travail au sein desquelles ils vont obtenir dans le fait de collaborer avec l'organisation. Il va y avoir les clients aussi qui vont avoir comme objectif de maximiser l'accès à une offre de service au meilleur rapport qualité-prix. Les fournisseurs, eux, ben, qu'est-ce qu'ils vont vouloir? C'est écouler leur marchandise, leur production au meilleur prix possible. Et l'entreprise aussi, c'est d'autres parties prenantes qui n'ont peut-être pas des liens de contrat avec l'entreprise aussi explicites qu'un fournisseur, un consommateur ou un travailleur, mais qui vont être impactés par les activités de l'entreprise ou qui pourraient impacter les activités de l'entreprise. On parle, par exemple, des autorités réglementaires qui vont mettre en place une série de législations qui vont avoir des impacts sur la capacité de l'entreprise de réaliser ses activités. Quel est l'intérêt des autorités réglementaires? Bien, cet intérêt-là, c'est de maximiser le bien-être de la collectivité. Ils sont là pour protéger la collectivité. Il y a des militants, eux, qui adhèrent à une cause en particulier et qui peuvent, à un moment donné, décider d'interagir avec l'organisation, soit pour exiger le respect de la cause qu'ils défendent, ou pour aller chercher des fonds, ou pour aller chercher du support. Donc, leur intérêt à eux, c'est le bien-être de la cause qu'ils défendent. Il va y avoir les créanciers aussi. L'intérêt à eux, c'est de faire un rendement sur l'argent qu'ils vont prêter. Les médias, bien entendu, d'intérêt peut-être plus large va être la transparence, mais c'est sûr que les journalistes appartiennent à un journal qui a comme intérêt aussi de survivre. Les autres industries qui sont les autres membres de l'industrie, tout ça pour dire que l'organisation, c'est plein d'individus qui individuellement ont leur faculté de raison et qui ont leur liberté et qui prennent des décisions. Alors, quand on pose la question, la responsabilité de l'entreprise de tenir compte des impacts qu'elle a sur sa collectivité ou à la limite même de contribuer au bien-être de sa collectivité, à qui on parle? Est-ce qu'on demande aux travailleurs, par exemple, de peut-être diminuer un peu ses conditions de travail pour qu'on puisse, parce que qui dit intervention dans la collectivité dit on alloue des ressources de l'organisation à cette contribution-là. Donc, qui doit allouer ça? Est-ce qu'on demande aux travailleurs de rogner sur leurs conditions de travail? Est-ce qu'on demande aux consommateurs peut-être de payer davantage? Est-ce que le consommateur il a la responsabilité de ne faire affaire qu'avec des entreprises qui sont socialement responsables? Est-ce qu'on demande aux travailleurs, est-ce que le travailleur a l'obligation morale de ne travailler que dans des entreprises qui sont conformes à un certain impératif moral qu'on exige de l'organisation? Même chose pour les militants, les créanciers, les fournisseurs. Donc, sur le plan philosophique, lorsqu'on traite de la responsabilité de l'entreprise par rapport au bien-être de sa collectivité, bien sûr que le philosophe va se dire, c'est quel acteur qu'on va parler?
Par contre, lorsqu'on entend les gens qui vont parler de cet aspect-là, ce qu'ils vont dire en quelque sorte, c'est qu'ils vont réduire ça aux propriétaires de l'entreprise. Ce qu'ils vont dire en tant que tel, lorsqu'on a cet impératif-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, vous, les dirigeants de l'organisation, c'est qui les dirigeants de l'organisation? Ben, c'est les gestionnaires qui sont contrôlés par le conseil d'administration, qui représentent normalement l'assemblée de propriétaires. Et on dit, dans les décisions que vous prenez, parce que dans tout ce système de relations-là, c'est quand même les administrateurs et les gestionnaires qui vont, quelque sorte, je vois toujours un gestionnaire comme étant un agent de la circulation. C'est eux qui vont coordonner, en fait, les activités des principales parties prenantes. Bien sûr, ils n'ont pas toutes les marges de manœuvre. Hein. Quand ils veulent coordonner, il faut qu'ils s'entendent avec les employés, les consommateurs, ils peuvent aller chez... Bref, il y a tout un système de rapport de force qui en demeure pas moins que les dirigeants de l'entreprise. C'est eux qui sont au milieu de ce système de relations-là et qui vont coordonner l'ensemble des activités. Donc, lorsqu'on parle de responsabilité sociale, on dit à ces gens-là, lorsque vous prenez les décisions dans votre rôle de coordination, on vous demande de tenir compte de l'impact sur les collectivités et d'être un bon citoyen corporatif sur ce plan-là. Et on vous demande également de contribuer au bien-être de la collectivité au sein de laquelle vous faites des opérations. Alors, c'est à eux, en général, qu'on va souligner, qu'on va attribuer la responsabilité. Il n'en demeure pas moins qu'on pourrait attribuer cette responsabilité-là à l'ensemble des acteurs. Donc, si je suis consommateur et j'estime que cette entreprise-là n'est pas une bonne entreprise, bien, Kant dirait, si tu agis de façon conforme à ce que te dicte ta morale, tu ne devrais pas aller transiger avec cette entreprise-là parce que ça comble un de tes besoins. Tu devrais te retirer et choisir une entreprise. Il y a plusieurs militants, justement, qui vont dire le pouvoir du consommateur. Mais même responsabilité pour le travailleur, lui aussi, devrait, dans le fond, si on regarde la responsabilité sur le plan moral, refuser de travailler pour une organisation qui n'est pas conforme à ce que lui dicte, dans le fond, sa morale, à ce que lui dicte, dans le fond, quels sont les impératifs moraux que l'organisation a en tant que tel. Mais on va se concentrer maintenant peut-être sur les gestionnaires et les administrateurs de l'organisation parce que c'est souvent à eux qu'on réfère lorsqu'on exige cette prescription morale-là d'être responsable par rapport aux collectivités. Donc, prenons ces dirigeants d'organisation-là. Et quand je dis dirigeants de l'organisation, hein, je précise quand même quelque chose. Je parle du conseil d'administration et je parle des membres de la direction, ceux qui sont au centre, si je reviens à mon dessin. C'est eux en tant que tels qu'on va demander ça. Les actionnaires, en quelque sorte, je les traite à la limite comme une partie prenante au même niveau. L'actionnaire, lui, il va acheter une action de l'organisation, il peut quitter ou entrer dans cette assemblée d'actionnaires-là, mais à moins qu'il participe à l'assemblée générale ou qu'il vote, le pouvoir qu'il a en tant que tel est quand même assez restreint, alors que celui qui est nommé sur le conseil d'administration a beaucoup plus d'influence sur les décisions qui sont prises. C'est eux, généralement, qu'on va regarder. Fait que ça, je voulais préciser ça. Je voulais aussi préciser autre chose, peut-être que j'ai oublié de dire. Les intérêts individuels de chacun des acteurs sont tout aussi légitimes les uns que les autres. On a tendance à dire là, que l'intérêt du travailleur est plus légitime que l'intérêt de l'investisseur, par exemple. Ou on va dire que l'intérêt du consommateur est plus légitime que l'intérêt de l'investisseur. Moi, j'ai 58 ans, je prends ma retraite dans 2 ans. Je veux que mon fonds de pension puisse me livrer une pension qui va me permettre de vivre adéquatement jusqu'à la fin de mes jours. Bien, pour ça, je suis un investisseur et je veux avoir du rendement. Donc, mon besoin est tout aussi légitime. C'est peut-être important de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie éthique par rapport aux intérêts. C'est des individus qui détiennent des intérêts et qui auraient, à la limite, une prescription morale dans les activités qu'ils ont. Donc, l'investisseur peut décider de retirer ses billes du jeu, de vendre ses actions si l'estime d'entreprise n'est pas adéquate. Même chose que le travailleur, que le fournisseur. Bref, les parties prenantes ont la responsabilité. Mais concentrons-nous maintenant sur ceux qui gèrent l'entreprise, le conseil d'administration puis les gestionnaires. Donc, ces deux acteurs stratégiques-là, en quelque sorte, quel est leur mandat? Quelles sont leurs obligations sur le plan, je vous dirais même, du respect du droit de propriété? Si on parle d'éthique, le droit de propriété, c'est quand même un respect. Bien, ces gens-là, ils sont les représentants des propriétaires des actifs de l'organisation.
Donc, quand je me fais embaucher comme gestionnaire de l'entreprise ou quand j'accepte d'être sur le conseil d'administration, j'accepte, en quelque sorte, dans le fond, de représenter les intérêts des propriétaires. Je suis un fiduciaire. Je ne suis pas le propriétaire comme tel. Je gère un bien qui ne m'appartient pas et je dois gérer ce bien-là dans l'intérêt du propriétaire. D'ailleurs, ceux qui étudient la gouvernance, la fameuse théorie de l'agence en gouvernance, qu'est-ce qu'elle dit? Bien, elle dit simplement qu'il faut s'assurer que l'intérêt des gestionnaires de l'organisation, elle ne parle pas des membres du conseil d'administration, mais ça, c'est un autre débat qu'on peut regarder, mais les intérêts de ces dirigeants-là de l'organisation peuvent des fois être contraires aux intérêts des propriétaires de l'organisation. Donc, il faut s'assurer de maintenir, dans le fond, une adéquation entre les actions que ces gens-là prennent et l'intérêt. Donc, ça, c'est leur devoir qui est associé à leur devoir, du respect, ce qu'on appelle du droit de propriété. Ils gèrent un actif qui ne leur appartient pas. Donc, ici, je vais, dans le petit graphique ici que j'ai développé, j'aimerais peut-être juste là, sensibiliser les gens sur la marge de manœuvre qu'un dirigeant d'organisation a par rapport à l'intérêt des collectivités. Alors, si on a ici, sur cette ligne-là ici, on a ce qu'on appelle l'intérêt des propriétaires. Donc, ça peut être maximiser leur taux sur le capital, ça pourrait être comme le mouvement des jardins de donner accès à une offre de services financiers, pour une coopérative agricole, de favoriser, dans le fond, le rendement de la production agricole de ses membres. Bref, l'intérêt très égoïste, l'inclination, si on reprend les termes de Kant, l'intérêt très égoïste de ses propriétaires. Alors, ça ici, il y a là-dessus. Et il y a sur la ligne ici en bas ce qu'on appelle l'intérêt de la collectivité, donc le bien-être de la collectivité. Et c'est sûr et certain que l'organisation, lorsqu'on lui dit tu dois t'engager dans le bien-être de ta collectivité, tu dois prendre des actions qui sont conformes au bien-être de ta collectivité, c'est un spectrum. Alors, je ne peux rien faire pour ma collectivité et juste toujours prendre des décisions qui sont en lien avec mon intérêt personnel, ne jamais tenir compte de la collectivité dans mes décisions, ou à l'inverse, je pourrais mettre toutes les ressources de l'organisation au bien-être de la collectivité. Donc, il y a un spectrum qui est entre les deux. Il y a comme une, il n'y a pas un montant qui est dédié. Donc, l'entreprise doit déterminer jusqu'à quel niveau elle va décider de mettre des ressources pour le bien-être de sa collectivité. Et j'ai identifié là-dedans trois zones en fait qui sont différentes. Donc, il y en a quatre parce qu'il y en a deux rouges, là, mais trois zones qui sont tout à fait différentes. La première zone, c'est, prenons comme exemple que l'entreprise ne se soucie pas du tout de sa collectivité. Bien, ça peut faire en sorte qu'elle ne puisse pas être pérenne. Ça va la mettre en situation qui est très critique. Elle peut décider de ne pas respecter les lois, par exemple. Elle peut décider de ne pas respecter les prescriptions que les autorités réglementaires lui demandent de faire. Si vous travaillez pour une institution financière, par exemple, l'autorité des marchés financiers va vous donner des prescriptions en vous obligeant de traiter le consommateur de façon équitable. Le traitement équitable du consommateur, c'est des obligations, c'est la loi qui vous oblige de le faire. Si vous ne le faites pas, bien, ça peut vous donner certaines problématiques. Le fait non plus de ne jamais se soucier de ces collectivités-là aussi, il y a certaines parties prenantes qui pourraient décider de ne plus transiger avec vous, des organisations qui pourraient venir, comme les militants, s'attacher avec des chaînes après la porte d'entrée de votre usine, par exemple, vous empêcher de fonctionner. Il y a peut-être des travailleurs qui refuseraient de venir travailler avec vous. Donc, il y a une zone où l'entreprise, si elle n'investit aucune ressource sur le bien-être de la collectivité, elle met, dans le fond, sa pérennité à risque. C'est ce que j'appelle la zone critique. Donc, rien faire jusqu'à un certain niveau met l'entreprise en difficulté. Donc, elle a tout intérêt à tenir compte de ces différentes parties prenantes, voire de l'ensemble de la collectivité dans sa prise de décision. Il en va de sa survie. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a rien d'altruisme là-dedans. Donc, l'entreprise qui va décider d'aller jusqu'à la ligne ici, là, au point 0 ici, si elle ne le fait pas, bien, sa pérennité est en jeu. Si on va à l'autre bout du spectrum, c'est que si elle en met trop au niveau, si elle dirige trop de ressources au sein de la collectivité, bien, elle se met aussi sa pérennité en danger.
Je me rappellerai toujours, j'étais avec un de mes amis qui était un grand environnementaliste, puis à un moment donné, on avait regardé une photo de la Terre, puis moi, je disais, oh, c'est beau, la photo de la Terre. Puis lui, il m'avait répété, bon, ce qu'il avait déjà entendu ailleurs, mais il m'avait dit, oui, elle est très belle, la Terre, elle commence ici, puis elle se termine là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre, la ressource n'est pas illimitée. Mais c'est la même réalité pour une organisation. Donc, l'organisation n'a pas des ressources qui sont illimitées. Donc, à partir d'un certain moment, si elle engageait trop de ressources dans l'aide à la collectivité ou dans le mieux-être des collectivités, elle met sa pérennité en danger. Alors, il reste deux zones au sein de laquelle l'entreprise ou la coopérative, on est quand même cher de coopération, il y a deux zones où elle peut s'investir dans sa collectivité. Il y a d'abord ce que moi j'appelle la zone d'intérêt, c'est-à-dire que c'est la zone verte ici. Donc, ici, elle met en danger, dans la zone rouge ici, elle met en danger sa pérennité, mais à partir d'ici jusqu'au point central, ici sur ma courbe, ben, elle peut encore investir dans la collectivité et ça va l'aider, dans le fond, à atteindre sa mission. Donc, il y a comme adéquation entre l'intérêt de l'organisation et l'intérêt de l'ensemble de ses parties prenantes, voire de la collectivité en tant que telle. Donc, dans cette zone verte-là, ben, l'entreprise, en décidant d'investir dans ces collectivités, va améliorer sa capacité de répondre à l'intérêt de ses propriétaires. C'est pour ça que je l'appelle la zone d'intérêt. Ça ne répond pas à la prérogative de Kant qui dit que tu dois faire un sacrifice en quelque sorte. Bon, Kant ne parle pas nécessairement d'altruisme, mais il doit dire tu dois déterminer ce qui est ton devoir. Mais dans la zone ici, jusqu'en haut là, ben, je le fais pourquoi? Quelle est mon intention? Donc, c'est sûr que si j'augmente mes efforts sur la collectivité, je vais augmenter l'intérêt de mes propriétaires, de mes membres, peu importe le type d'organisation. Donc, est-ce que je le fais dans l'intérêt de la collectivité ou pour répondre à mon devoir d'être un bon citoyen, ou je le fais tout simplement dans mon inclination, c'est-à-dire je le fais parce que c'est mon intérêt de le faire. Alors, c'est là aussi souvent, quand on a un discours, qu'on dit la distinction entre des commandites et un don. Un don, c'est qu'on le fait par pur altruisme, alors qu'une commandite, ben, c'est une activité qu'on fait pour avoir une bonne notoriété. Cette bonne notoriété-là nous aide à favoriser la collaboration de plein de parties prenantes qu'on veut avoir et on a intérêt à le faire, tout simplement. Donc ça, c'est la zone verte ici. Il y a la zone jaune, par contre. Parce que quand on arrive ici, jusqu'à quand on va faire des dons, des commandites, jusqu'à quel montant on va investir dans les collectivités, on va collaborer à des projets, on va augmenter nos normes environnementales. Bref, toutes actions qui sont bonnes pour la collectivité, mais qui occasionnent pour l'organisation des ressources, qui nécessitent de la part de l'organisation des ressources. Bien, à partir de certains points, dans la zone jaune, on peut toujours en faire plus. Ça veut dire qu'on ne met pas l'organisation en péril, mais chaque fois qu'on en fait plus, à la marge, on diminue, dans le fond, la capacité de maximiser l'intérêt de nos propriétaires. Donc, on demande, en quelque sorte, à nos propriétaires de faire un certain sacrifice sur leur bien-être. Donc, tu sais, alors, il y a comme une médiation à faire ici. Alors que ici, ben, je n'ai même pas besoin d'en parler à mes propriétaires, c'est dans leur intérêt que je le fasse, mais à partir d'ici, si je le fais contre l'intérêt de mes propriétaires. C'est la zone jaune ici. Pour mes amis économistes qui vont regarder mon graphique, okay, il faut comprendre qu'ici, je parle d'entreprises qui ont la capacité de générer un certain profit économique. Les entreprises qui sont en situation de concurrence pure et parfaite n'ont pas ce choix-là. Le seul choix qu'ils ont, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas ici, là, ça serait de soit qu'ils embarquent ou qu'ils n'embarquent pas, puis il faut qu'ils internalisent les coûts qui leur sont exigés pour fonctionner, comme tous les concurrents doivent internaliser ces coûts-là pour fonctionner, mais ils n'ont pas de marge de manœuvre d'en faire davantage, parce que s'ils en font davantage, quand on est en concurrence pure et parfaite, on augmente nos coûts. Si on augmente nos coûts, comme on ne fait pas de profit économique, bien, on retombe dans une zone de pérennité, là, on met la pérennité de l'organisation à risque. Donc, une entreprise qui va être dans une industrie où il y a énormément de compétitivité, elle va faire de l'engagement dans le milieu, elle va faire de l'aide à la collectivité, mais qui est requis pour toutes les organisations, que ce soit par la loi, que ce soit parce que ce que les travailleurs exigent. Elle n'a pas le choix, elle le fait parce que si elle ne le fait pas, c'est comme si
elle ne répondrait pas à un certain coût nécessaire à la production de l'organisation, puis elle va mettre sa pérennité en danger. Mais si elle dépasse d'un iota ce montant-là, bien, tout de suite, elle tombe aussi en faillite là, en tant que telle. Elle met en danger sa pérennité. Donc, mais bon, les entreprises en concurrence pure et parfaite, tout le monde le sait, il n'y en a pas 75 000. Puis d'ailleurs, quand on regarde les grandes organisations, on parle comme Apple, Amazon, tout ça, c'est des entreprises qui génèrent beaucoup de profits économiques, donc ils ne sont pas dans ces situations-là. Alors, ces entreprises-là, ou le mouvement des jardins, par exemple, si on prend une coopérative, bien, ils génèrent un profit économique. La question qu'ils vont se faire, qu'est-ce que je fais de ce profit-là? Je peux en faire plus en tant que tel dans l'intérêt de mes membres, ou j'en fais encore plus, mais ça vient dans la zone qui sont la zone d'altruisme. Donc, c'est ça, dans le fond, la marge de manœuvre qu'un dirigeant d'organisation a relativement à son obligation de contribuer au bien-être des collectivités. Il y a à déterminer dans quelle zone il va se trouver ici. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre de ce graphique-là. La question que ça va poser, en quelque sorte, moi qui est dirigeant d'une organisation, qui est membre du conseil d'administration, voire qui est sur l'équipe de direction encore plus, parce que j'arrive pour prendre une décision, il n'y a pas de souci si je suis dans la position ici et que j'augmente parce que je respecte mon devoir vis-à-vis du propriétaire de l'organisation, j'ai intérêt à le faire. Donc, je n'ai même pas besoin, dans le fond, de m'assurer en quelque sorte que l'intérêt est bien présent ou quoi que ce soit. J'ai la capacité de le faire, c'est dans l'intérêt, donc je vais le faire. Il n'y a pas personne qui va se présenter au conseil d'administration, à l'Assemblée générale en disant on a fait des dons et commandites ou ça fait partie, il n'y a pas d'enjeu. Là, il va commencer à y avoir un enjeu, c'est lorsque je m'arrive dans cette zone jaune ici. Là, la question qu'on va se poser, est-ce que ça respecte mon droit contractuel quand je suis dirigeant d'une organisation? Je suis un fiduciaire. Et qu'est-ce que je fais lorsque j'investis davantage que ce qui est, je suis dans la zone jaune, donc j'augmente l'investissement dans les collectivités supérieur à ce qui est requis pour maximiser la capacité d'atteindre l'intérêt de mes propriétaires. Est-ce que sur le plan du respect du droit contractuel, je suis légitime de le faire? C'est comme si je disais à mes commettants, je vous demande de vous sacrifier. Est-ce que j'ai ce mandat-là de mes commettants qui va demander de dire, bien, faites-en plus que ce qui est requis par le marché relativement à cet aspect-là? Donc, il y a toujours ce débat-là ou cet aspect-là où on va se poser comme question, bien, si j'ai 1 million de dollars en ressources, je l'investis dans quoi? Est-ce que je l'investis pour améliorer l'accès, si je prends par Desjardins, par exemple, à une offre de services financiers en rendant les technologies meilleures ou quoi que ce soit, ou est-ce que je l'investis dans d'autres aspects collectifs, dans d'autres aspects de la collectivité? Est-ce que mes membres, c'est ce qu'ils veulent que je fasse? Alors, est-ce qu'ils risquent de quitter mon organisation? C'est parce que si je fais ça, je vais être obligé de les taxer en quelque sorte. Donc, l'offre de service va devenir moins accessible. Je vais peut-être moins redonner à mes producteurs agricoles si je suis une coop agricole relativement à ce qu'ils ont besoin ou à ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que je suis légitime, en fait, je vais le dire comme ça, d'être éthique, d'être généreux avec des actifs qui ne m'appartiennent pas? Donc, ça, c'est une première question. Je n'ai pas la réponse, hein. Je veux dire, je vous pose cette question de légitimité-là. Elle doit se poser en tant que telle. Est-ce que je dois respecter ce que mes membres veulent ou je décide à leur place de les rendre plus morales qu'ils le veulent nécessairement? L'autre élément aussi, qui est peut-être pour moi une question qui me turlupine depuis longtemps, c'est sur le plan normatif. Qui dit travailler dans l'intérêt des collectivités, qui dit travailler ou investir dans le bien-être de mes collectivités, implique que j'ai une conception particulière de qu'est-ce que c'est que le bien-être de mes collectivités. Donc, pour moi, une bonne collectivité, c'est une collectivité où on doit respirer de l'air frais. Donc, ça, en tant que tel, ça, là-dessus, il peut y avoir un certain consensus sur le plan environnemental, mais est-ce que c'est une collectivité, par exemple, où on ne boit pas d'alcool? Est-ce que c'est une collectivité où il n'y a pas de pornographie? Est-ce que c'est une collectivité où on ne mange pas de la nourriture fast-food ou tout préparé d'avance? Est-ce que c'est une collectivité où on écoute davantage de l'opéra ou moins de rap? Qu'est-ce que je vais financer en quelque sorte? Parce que lorsque je finance des choses
parce que dans mon intérêt de le faire, c'est parce qu'il y a des acteurs économiques qui vont me demander et qui vont contribuer. C'est du win-win en tant que tel. Je ne fais pas nécessairement de choix moral. Mais lorsque je tombe dans ma zone jaune, en quelque sorte, c'est que je décide, je prends position sur un plan de vie particulier. Je regarde juste là, les entreprises là, qui vont avoir des critères d'investissement responsable. Quand on regarde les critères d'investissement responsable, ben, il va y avoir, tu ne produis pas d'énergie fossile, par exemple. Ils ne vont pas vouloir financer les organisations qui produisent du cannabis, par exemple. Ils ne vont pas vouloir financer. Alors, ils ont certains critères qui sont très, très, très normatifs. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces organisations-là, qui ont un pouvoir économique, se donnent en fait le droit de prendre position sur certains débats de société. Et ça pose la question de se dire que plus qu'une personne va avoir des actifs, là, je regarde Jeff Bezos, que je nommais tantôt, ou je vais regarder, là je prends des cas de figure très extrêmes, mais je vais regarder Elon Musk, qui, en tant que tel, fait, de par sa fortune, de par des actifs qu'ils ont. Je regarde aussi la fondation de Bill Gates, en tant que tel, qui, lui, ben, a mis des milliards parce qu'il a fait des profits économiques, il a mis des milliards dans sa fondation. Il n'en demeure pas moins que c'est Bill Gates qui décide, en quelque sorte, qu'est-ce qui va être favorisé versus qu'est-ce qui ne le sera pas. C'est Jeff Bezos qui décide qu'est-ce qui va être favorisé, qu'est-ce qui ne le sera pas. Même chose pour Steve Jobs ou peu importe les grands détenteurs de capitaux. C'est comme si on donnait, en quelque sorte, à ceux qui génèrent du profit économique davantage de pouvoir sur la conception normative de qu'est-ce qu'est le bien-être d'une collectivité, plutôt qu'à des individus qui devraient normalement décider ça par une voie politique ou d'une voie peut-être plus démocratique ou plus une voie où on puisse avoir un certain consensus social. Donc, plus que j'ai accès à du capital, plus que j'ai du pouvoir sur une conception particulière de qu'est-ce qu'une collectivité doit être. Donc, ça pose problème en quelque sorte. Il faut y penser. Et l'autre aspect aussi qu'on a tendance à ne pas, tendance à oublier, c'est sur le plan de la justice. Je vais donner l'exemple du mouvement des Jardins, par exemple. Le mouvement des Jardins, il y a 5 millions de membres, et on va exiger du mouvement des Jardins beaucoup qui rendent l'offre de services accessible. Bon, le mouvement des Jardins, dans sa mission, il le fait déjà. Donc, il s'assure d'avoir des activités qui vont rendre l'offre de services le plus accessible possible. Il va réduire, dans le fond, comme il n'y a pas à verser de profit économique, il peut le mettre sur l'offre de services. Donc, les membres en tant que tels ont déjà un accès à une offre de services financiers de par ces activités. Mais est-ce qu'il doit en faire davantage? Est-ce qu'il doit offrir des services qui ne sont pas rentables, qui peuvent mettre la pérennité, qui exigent d'autres coûts? Et c'est là la question qu'on va se poser. Bien, si on estime que ces services-là sont essentiels, comme par exemple fournir des services financiers dans des régions éloignées qui en font en quelque sorte que ces services-là ne sont pas rentables, on ne peut pas, c'est tellement éloigné, la densité de population fait en sorte que d'avoir un point de service dans certaines régions ne génère pas des bénéfices suffisants pour assurer la pérennité de l'offre de service. Est-ce qu'on va demander aux autres membres du mouvement des Jardins, dans le fond, de se cotiser, en quelque sorte, pour permettre à cette région-là d'avoir accès à ces services-là? Au-delà de la prise de position, c'est tout à fait, je veux dire, c'est un enjeu que tout le monde ait accès à des offres de services. Pourquoi c'est les membres de l'organisation X qui vont déterminer, qui vont être taxés pour pouvoir offrir ça, alors que ceux qui ont des comptes dans toutes les autres institutions financières ne le sont pas? Donc, l'idée là-dedans, c'est de se dire pourquoi le propriétaire des moyens de production doit faire les frais, dans le fond, d'un bien-être social, alors que ce bien-être social-là, dans le fond, c'est toute la collectivité qui devrait se solidariser pour pouvoir l'offrir. L'autre exemple que je donne en ce moment, sur cet aspect-là, où on peut se questionner, c'est l'aspect de l'accès à la propriété. Actuellement, si je suis propriétaire d'un actif, un triplex, et que dans mon actif, j'ai une personne vulnérable qui habite mon logement, ben, c'est certain que cette personne vulnérable-là ne peut pas sortir du logement ou de décider que je ne prends pas possession du logement parce que pour mes fins personnelles ou j'augmente le loyer parce que le marché me fait augmenter le loyer.
ça a un impact fondamental, ça joue sur un enjeu social qui est très, je dirais, légitime et important. La question qu'on va se poser, ce n'est pas la légitimité d'offrir à cette personne-là une protection. La question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est le propriétaire de cet actif-là qui a cette responsabilité-là. Pourquoi ce n'est pas une responsabilité qui est collective? Pourquoi le fait de posséder un actif rend notre obligation à des causes collectives, alors que dans le fond, ben, nous aussi, notre besoin peut être tout à fait légitime. Le propriétaire du triplex peut très bien dire, mais moi, le triplex, à moi, c'est ma retraite. Alors pourquoi, lui, on lui impose, dans le fond, une responsabilité? Et c'est ce qui amène, dans le fond, ces enjeux de légitimité-là. Donc, je respecte mon droit contractuel comme gestionnaire parce que je dois m'assurer de répondre à l'intérêt de mes membres. Donc, à la limite, je vais limiter à la zone verte mon intégration. Je n'irai pas dans le jaune. Et si je vais dans le jaune, quel mobile, quel plan de vie je vais poursuivre, le normatif, et pourquoi ce seraient les propriétaires de cet actif-là qui auraient cette responsabilité-là, alors que c'est un problème qui est beaucoup plus collectif. Donc, pour en venir à cette conclusion-là, comprenez-moi bien, je ne dis pas que les problèmes sociaux ne sont pas présents, ils sont tout à fait présents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes vulnérables qui n'entrent pas qui n'ont pas ce pouvoir économique-là de pouvoir contribuer à la pérennité d'une organisation en payant les frais. Il y a des personnes qui ont des besoins et qui n'ont pas les moyens, on les appelle les exclus économiques, qui n'ont pas les moyens de solidariser, mais quand même, il faut qu'ils soient logés, il faut qu'ils soient nourris, il y a des droits qui sont fondamentaux. Je ne renie pas ça. Au contraire, pour moi, c'est une grande préoccupation. La question que je pose, c'est quel est le système qui peut permettre de régler ces situations-là? Est-ce que c'est l'entreprise privée qui peut le faire? J'ai des réserves. J'ai des réserves, mais après ça, je vais vous dire, il y a quand même certains éléments, dans le fond, entre la théorie et la pratique. Il va falloir un moment donné qu'on atterrisse, là. Mais ça serait peut-être l'État qui aurait, dans le fond, la légitimité de s'assurer de répondre aux besoins de ces exclus-là et, à la limite, si jamais, à titre d'exemple, l'accès à des besoins financiers devrait être donné à tout le monde, même aux personnes qui n'ont pas les moyens de se les payer, ben, l'État devrait taxer tout le monde pour donner cet accès-là. L'accès au logement devrait être donné à tout le monde, même ceux qui n'ont pas, parce que c'est un droit fondamental de se loger. Mais je ne demanderai pas aux propriétaires de triplex de répondre à cette responsabilité. C'est une responsabilité qui devrait être plus collective. Et le choix du projet de société, ben, je ne veux pas que ce soit les détenteurs de capitaux qui aient un pouvoir sur déterminer est-ce qu'on peut prendre de l'alcool, fumer du cannabis ou est-ce qu'on favorise davantage l'habitation plutôt que le sport, plutôt que les arts. Cette décision-là de déterminer qu'est-ce qui est bien pour la collectivité, ben, je ne veux pas donner aux détenteurs de capitaux, en quelque sorte, même s'ils sont réunis en forme de coopérative ou qui sont réunis en forme d'entreprise classique, je ne veux pas donner non plus aux entreprises qui génèrent un profit économique, dans le fond, cette responsabilité-là, ce pouvoir-là de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. J'aime bien Jeff Bezos, j'aime bien Bill Gates. Je trouve ça intéressant qu'il ait mis des milliards dans une fondation, mais je suis tout à fait gêné d'entendre ces personnes-là dire, ben moi, avec mon milliard, j'ai un pouvoir supérieur sur qu'est-ce qui est bien dans la collectivité. Donc, c'est sûr, pour moi, l'État est peut-être théoriquement, tout au moins, l'instance qui a le plus de capacité d'avoir une intervention qui est légitime. Alors, ce que je dirais à Bill Gates, si tu veux donner 1 milliard pour une fondation, ben, donne-les à ton gouvernement, puis lui, il va déterminer quelle est l'allocation, il va se faire élire sur cette allocation-là, puis il va avoir une contribution qui va être beaucoup plus légitime que si toi, par toi-même, tu le donnes, mais tu le donnes comme tu veux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, euh, Desjardins, Alphonse Desjardins, lorsqu'il parlait de la philanthropie, il en parlait avec beaucoup de négativement. Il disait toujours qu'un philanthrope donne bien ce qu'il veut donner. Alors, il va donner à quelqu'un une paire de pantalons, alors que c'est peut-être une chemise qu'il veut donner. Et ce qu'on doit travailler, c'est l'autonomie des personnes. Donc, de donner à quelqu'un un bien lorsqu'on possède un actif ou qu'on a la chance de pouvoir allouer des profits économiques, je trouve que c'est compliqué. Deuxième élément à réfléchir aussi, c'est que c'est sûr qu'on a affronté maintenant des enjeux qui dépassent nos liens territoriaux. L'enjeu de l'environnement, à titre d'exemple, est un enjeu qui est
qui est pas limité à un territoire, parce que quand on demande à l'État de s'occuper d'une situation, ben, l'État en général peut légiférer, a un pouvoir de légiférer sur des droits légaux qui sont propres, qui sont limités à un certain territoire. Mais c'est sûr que si le Canada décidait demain matin de régler le problème de l'environnement, tout ça, il serait incapable de le faire. Donc, ça prend des fois aussi peut-être, on se pourrait se poser comme question, ça prendrait-tu, dans le fond, un État international pour être capable adéquatement de régler des enjeux. On parle de la contribution de toute l'évasion fiscale qui se fait dans les pays, dans les paradis fiscaux, par exemple, qu'on parle de l'environnement. Donc, est-ce que ça prendrait peut-être un État où est-ce que ces problèmes-là peuvent se régler au niveau local? Je ne pense pas. Ça peut se régler au niveau international. Et ça prend des ententes internationales pour régler des enjeux qui peuvent nous dépasser. Et c'est là que je vais terminer peut-être avec peut-être une note de cynisme un peu. C'est que moi, comme Canadien, si je prends juste comme exemple l'enjeu du bien-être collectivité au niveau de l'enjeu environnemental, moi, comme Canadien, je sais que je consomme à peu près 3 à 5 fois ce que la planète est capable de supporter en termes d'impact écologique. Hein, on dit qu'un Canadien, là, si tout le monde consommait comme des Canadiens, ça prendrait entre 3 et 6. J'ai entendu le mot 5 planètes à un moment donné. Bon, soyons conservateurs, ça prendrait 3 planètes. Et la question, des fois que je pose dans un débat peut-être un peu plus cynique, c'est que, ben, est-ce que les Canadiens ou les Occidentaux, si on le prendrait de façon plus générale, accepteraient, en fond, d'être sur le joug d'un État qui serait international pour régler des problèmes où ils seraient obligés, si on prend le principe, et je terminerai en revenant à Kant, d'agir en fonction de son devoir et non pas de son inclination. Quand il disait qu'on devait soi-même choisir soi-même son propre système de règles, on devait être autonome. Parce que quand il disait aussi, c'est que si tu agis avec raison, 2 plus 2, ça égale 4. Alors, si tout le monde agit avec raison, ils vont tout arriver à la même notion, à la même règle en tant que telle. C'est pour ça que Kant, c'est un déontologue. Ben, quand on regarde un enjeu comme l'enjeu environnemental, mais l'enjeu environnemental implique peut-être que moi, comme Canadien, j'habite pas un appartement si grand que je vais chauffer. Peut-être que mes 4 filles qui habitent chacun dans leur appartement devraient venir habiter avec moi. Et en quelque sorte, est-ce qu'on serait d'accord comme Canadiens, un État qui nous exigerait de respecter, je ne suis pas sûr au niveau des prérequis environnementaux que notre raison nous demande de rencontrer. D'ailleurs, je vais terminer avec ça. Cette semaine, je lisais, ou la semaine dernière, je lisais la mairesse de Montréal. Là, je ne fais pas de débat politique, quoi que ce soit, qui disait qu'une personne, une famille avec 2 enfants, pourrait très bien vivre sans voiture à Montréal. Et je me suis amusé à lire tous les commentaires qu'il y avait suite à cette déclaration-là. Et tous les commentaires de l'ensemble des personnes, c'était c'est complètement débile, voyons donc, elle ne sait pas de quoi elle parle, c'est pas possible. Mais si on fait aller notre raison, on ne pourra pas continuer à avoir autant de voitures. Et l'environnement ne va pas attendre qu'on devienne raisonnable. Elle va nous l'imposer en tant que tel. Donc, est-ce que, dans le fond, le mieux-être de nos collectivités, c'est en quelque sorte une utopie qu'on va avoir de la difficulté à atteindre? En tout cas, sur le plan environnemental, je suis quand même très inquiet. Fait que je voulais terminer par rapport à ça. Et puis, ben, s'il y en a qui avaient des questions, quoi que ce soit, je suis prête, là, bien sûr, à réagir à vos questions ou commentaires. Merci, Michel. Alors, oui, oui, on va ouvrir la période de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ici, en salle, ici, on va peut-être. Il y a un commentaire actuellement qui dit vert pour l'économie capitaliste et jaune pour l'économie sociale. Bon, là, je vais mettre encore mon chapeau d'économiste, de philosophe plutôt, peut-être moins celui d'économiste. J'ai des fois de la difficulté avec le concept même de social quand on parle d'économie sociale.